bienvenue dans cette nouvelle leçon numéro 4 des pros de la souris. Nous avons vu pas mal de choses dans les leçons précédentes. Cette fois, nous allons regarder quelque chose de très intéressant. Nous allons aborder un thème, je pense que tout le monde va passer par là ou est déjà passé par là. Nous allons nous concentrer sur l'achat de l'ordinateur. Donc admettons que vous avez un ancien ordinateur, un vieux, vous voulez renouveler votre matériel ou vous voulez partir sur un nouvel achat, donc une nouvelle machine. Bon, comment il faut choisir? Est-ce que je vais voir un vendeur qui va me raconter n'importe quoi, qui va me vendre peut-être le produit sur lequel il a le plus de commission? J'en sais rien. Est-ce que c'est adapté à mes besoins? Est-ce que c'est le format que je veux? Voilà, donc on va aborder tous ces thèmes-là et on va apprendre aussi à déchiffrer les composants, à savoir qui est entre deux, par exemple, le produit, quelle est la machine qui me correspond le mieux. Donc voilà. Par contre, nous allons commencer par, comme d'habitude, par un bref rappel. Nous allons faire une petite piqûre de rappel sur le système d'exploitation et l'ordinateur. J'insiste sur ça, bien sûr, parce que c'est à travers ça que nous allons un peu essayer de progresser pour apprendre la leçon d'aujourd'hui. Donc on va dire qu'on achète exclusivement un système équipé de Windows. Voilà pourquoi, pour des raisons pratiques, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Aujourd'hui, il y a pas mal d'ordinateurs vendus sous autres systèmes d'exploitation. Nous allons faire, peut-être qu'on fera dans une autre leçon d'autres systèmes, mais aujourd'hui, on va exclusivement se concentrer sur Windows. Donc la machine que nous allons acheter aujourd'hui sera équipée de Windows 7. Voilà, donc c'est quelque chose d'acquis, on va le poser de côté et on va travailler avec le reste. Le reste, c'est le matériel, c'est l'ordinateur. Comme on l'a bien expliqué, l'ordinateur se compose de différents éléments, se compose d'un processeur. Un processeur, c'est une pièce qui fait les traitements. C'est l'équivalent d'une partie de votre cerveau, de la partie de votre cerveau qui fait les traitements, qui fait les calculs. Voilà, donc pour ça, notre ordinateur ou notre processeur a besoin d'une mémoire vive, c'est la RAM. Donc on a dit que tous les traitements passaient par cette RAM qui stocke les informations et qui les transmet ensuite au processeur pour les traiter et qui stocke après tous les résultats. On a dit qu'on avait besoin aussi d'un stockage pour pérenniser ces informations. Quand on éteint l'ordinateur ou quand on sauvegarde, pour ne pas perdre toutes ces informations, il faut qu'on les stocke quelque part et on les stocke dans un disque dur. Voilà. On a dit aussi que tous ces composants étaient reliés à travers la carte mère que vous voyez ici. Donc la carte mère, on a dit que c'était le socle, c'est une pièce électronique sur laquelle vient se fixer les différents éléments de notre ordinateur. Donc jusque-là, normalement c'est acquis, on l'a vu dans les anciennes leçons, et on va attaquer. Alors l'usage, quel usage? Donc un utilisateur, il y a plusieurs usages, c'est comme les voitures. Je vais acheter une voiture, pourquoi? Pour aller au travail tous les jours et faire quelques courses, pour ramener toute la famille en vacances, pour transporter des meubles. Voilà, ça dépend de l'usage. Chaque usage nous a ses contraintes et nous impose de réfléchir et de voir comment choisir notre machine. Donc on va commencer par un usage basique. Un usage basique, c'est l'utilisateur basique, l'utilisateur lambda. Allez, on va dire 80% de la population qui a un ordinateur l'utilise pour un usage basique. C'est quoi l'usage basique? C'est en premier, on l'utilise pour aller sur Internet. On va sur Internet, on va sur un moteur de recherche. Hop, allez, on va sur Google par exemple, et hop, on tape une recherche, je cherche une ville, je cherche une adresse, je cherche un numéro de téléphone, je cherche un terme, etc., etc. Voilà. Vos enfants peuvent l'utiliser par exemple pour faire des recherches, pour leurs exposés, des choses comme ça.
Je l'utilise aussi pour envoyer des mails, consulter des sites, voir les informations sur le net. C'est un usage tout à fait banal et classique. Je l'utilise aussi pour aller sur les réseaux sociaux, pour garder contact avec mes amis, mes proches, ma famille, etc., etc. Donc Internet dans son usage, on va dire, le plus basique. Ça, c'est la première utilisation. On peut l'utiliser aussi dans les travaux de bureautique. Donc on a besoin de rédiger un courrier, on rédige un courrier vite fait à la maison, on l'imprime et puis voilà, c'est parfait, il n'y a pas de souci. On gère ses comptes, les comptes du foyer, par exemple sur un logiciel, un tableur qui nous permet de gérer notre budget, de gérer nos dépenses, etc. Voilà, donc la bureautique que vous connaissez tous et les logiciels qui font tout ce travail-là. Nous allons voir aussi que un usage basique, on peut jouer occasionnellement, c'est-à-dire, bon, voilà, j'utilise les jeux qui sont installés dans Windows. Il y a, je sais pas, par exemple, le démineur ou le solitaire ou le jeu d'échecs ou peu importe. Voilà, où je joue à des jeux que j'ai achetés dans le commerce, des jeux 2D ou des jeux qui ont quelques années d'âge, pas très très récents. Mais voilà, ça me suffit de temps en temps, ça m'aide à me détendre et c'est parfait. Donc ça, on a l'usage basique, donc l'usager ou l'utilisateur basique va utiliser sa machine pour faire ça, entre autres. On a un deuxième type d'usage, on a un usage intermédiaire. C'est-à-dire là, on n'est plus dans une approche classique où je vais juste faire quelques travaux, j'allume de temps en temps mon ordi voilà, pour aller sur Internet et faire quelques travaux. Là, je l'utilise un peu plus. Donc un peu plus en termes de temps et en termes aussi d'application. Donc j'ai plusieurs programmes en exécution. Voilà, j'ai quelques programmes qui sont en exécution en permanence, en tâche de fond, ou que j'appelle de temps en temps, que je remets sur le bureau, j'utilise et que je les mets à côté. Voilà, donc ça consomme des ressources et voilà, ça modifie aussi le type de machine sur lequel on veut travailler. Je fais aussi quelques travaux d'édition de photos et de vidéos. J'ai des photos de famille que je veux retoucher. Il y a des yeux rouges. Vous savez, dans certaines photos, on a des fois les yeux rouges où la photo elle est surexposée ou sous-exposée. Ben, il y a certains logiciels qui m'aident à un peu retoucher ces photos. Je fais un peu de montage, je prends un film, voilà, je coupe une scène et puis voilà. C'est un usage intermédiaire des médias. Je l'utilise aussi pour quelques jeux en 3 dimensions, bien sûr, quelques jeux que j'achète dans le commerce. Bon, je suis pas un mordu de jeux, mais j'utilise de temps en temps, j'aime bien jouer à un petit jeu pour me défouler en 3D. Voilà, donc ça c'est un usage intermédiaire. On va dire que il y a une grande partie de la population, bah, on a vu que c'était 80% à peu près de la population qui utilise, qui a un usage basique de l'ordinateur. On va dire qu'il y a peut-être 15% de la population qui l'utiliseront, qui auront un usage intermédiaire de leur machine. Ensuite, comme vous vous en doutez, nous allons passer à un usage intense. C'est-à-dire l'utilisateur, c'est un professionnel qui utilise une machine ou quelqu'un qui l'utilise vraiment d'une manière très très intense. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il aura plusieurs programmes lourds en exécution. Et des programmes lourds, ça veut dire des programmes qui consomment beaucoup de mémoire. D'accord? Et beaucoup de ressources du processeur. C'est des programmes qui nécessitent pas mal de patates pour que l'ordinateur puisse rester fluide et stable. En même temps que plusieurs programmes lourds sont en train de s'exécuter, on fait de l'édition et de la conception graphique. Là, c'est un domaine vaste, c'est plus de l'infographie que pour les grands utilisateurs, c'est plus quelque chose de spécifique, de spécialisé.
Il y a des logiciels professionnels qui sont assez chers, assez coûteux et qui sont vraiment remarquables et complexes. Donc, l'utilisateur intense aura plusieurs logiciels, un, deux, voire plus, qui vont consommer beaucoup de ressources et va fabriquer, va faire de la création ou de la modification, de la retouche, de la vidéo, des images de synthèse, des spots, des clips, etc., etc., comme vous voyez des fois à la télé, des gens créatifs qui font pas mal de choses. Ça peut être aussi un grand joueur. Un grand joueur, ce qu'on appelle les hardcore gamers, c'est les joueurs, les mordus du jeu vidéo. C'est la personne qui passe plusieurs heures devant le dernier jeu à la mode qui est sorti en 3D, qui consomme des ressources phénoménales et qui passe des heures et des heures et qui a besoin que ça soit fluide, que ça soit beau, que ce soit sur un grand écran, etc., etc. Donc ces personnes-là ont besoin d'une configuration qui est assez musclée et on va dire qui rentre dans cet usage-là. Donc on a vu qu'il y avait l'usage basique, l'usage intermédiaire et l'usage intense. Maintenant, le format. Quand vous allez dans un magasin pour acheter un ordinateur, si vous avez fait déjà l'expérience, le vendeur va vous dire, bon, vous allez l'utiliser pour quoi ? Vous utilisez quoi comme programme? Vous voulez quoi? Vous voulez un portable, un PC de bureau, voilà. Donc c'est des questions, faut mieux se les poser avant d'arriver dans le magasin ou d'acheter sur Internet. Vaut mieux se les poser avant. Après, voir quand on arrive dans un magasin ou quand on va sur un site, on sait ce qu'on veut. Donc les formats. Le format, il est très important, hein. Pourquoi il est important le format? Parce que le format, on va dire, je les ai séparés des usages, mais c'est quand même assez similaire. Par exemple, si je suis un grand nomade, voilà, j'ai besoin de mon ordinateur un peu de partout, au bureau, à la maison, chez des clients, à gauche, à droite, etc. J'aurais besoin de quelque chose de portable ou transportable. Je mets dans ma pochette ou dans ma serviette et hop, et je vais à gauche, à droite et je l'utilise. Donc je vais plus opter pour un format portable. Par contre, je suis à la maison, par exemple, j'ai un petit studio, j'ai pas assez de place. Je sais que si j'achète un format bureau, par exemple, un ordinateur au format bureau, ça me prendra un peu plus de place. Donc un portable, je pourrais l'utiliser sur le canapé, dans mon lit, à gauche, à droite, voilà. Ça peut être pratique. Donc voilà, le format, c'est quelque chose de très de primordial et qu'il faut se poser la question avant d'aller acheter voilà, sur des critères de beauté ou de prix. Bon, on va commencer avec les formats. Donc le premier format, vous vous en doutez, c'est le format de l'ordinateur portable. Aujourd'hui, avant, il y avait beaucoup plus d'ordinateurs de bureau. Aujourd'hui, quand on va sur les rayons, c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'ordinateurs de bureau et il y a de plus en plus d'ordinateurs portables. Pourquoi? Parce que, en termes de ressources ou de configuration, on arrive à des niveaux similaires, grosso modo, hein, que celle d'un ordinateur de bureau. Alors pourquoi s'encombrer avec les fils, avec plusieurs prises, avec plusieurs choses, alors qu'il suffit qu'on ait un portable, il y a tout dedans, j'ai pas besoin de souris, j'ai un trackpad où je peux aller à gauche, à droite, j'ai les boutons qui sont fixes, tout est là, l'écran ne bouge pas, c'est très bien. Donc ça c'est le format portable. Il faut faire attention aussi, portable, qui dit portable dit autonomie. Si vous l'utilisez à la maison parce que vous n'avez pas beaucoup de place ou parce que vous n'avez pas besoin d'un grand ordi, juste un petit portable vous va, ok, il est branché sur le secteur, sur la prise, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes un grand nomade, il faut faire attention à la batterie. Est-ce que cette batterie, combien de temps elle va durer, l'autonomie, est-ce que je peux rester 4 heures, 6 heures, 8 heures, etc. Combien je peux rester sans brancher cet ordinateur sur une prise.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que cette batterie a une durée de vie, qui est en général entre 2 et 4 ans. Donc, on peut être amené à la changer et c'est un budget supplémentaire. On a dit les avantages, c'est petit, il n'y a pas de fil, c'est pas très lourd, c'est facile à utiliser, c'est compatible parce que tout est dans le même package, il n'y a pas plusieurs pièces à gauche et à droite qu'il faut installer, désinstaller, etc. Il y a des inconvénients, c'est que ce type de matériel il est fragile, donc l'écran il est fragile, si on le fait tomber, bah voilà, c'est fini, il faut prendre une assurance. Il faut aussi faire attention parce qu'en cas de réparation, en général, ça coûte plus cher que l'achat d'un nouveau portable. Donc quand vous avez une panne, si c'est une panne matérielle, c'est une pièce qui tombe en panne, il y a de fortes chances pour que ce soit un truc, irréparable. Ou qui coûterait tellement cher à réparer qu'il faut mieux rajouter 100 ou 200 euros et acheter un neuf. Donc voilà, il faut faire super attention. C'est des petits gadgets informatiques qui sont très fragiles. Voilà, et vu qu'on les déplace à gauche et à droite, il faut faire attention. Voilà, donc ça c'est pour les portables. Il y a, depuis quelques années, il y a 2-3 ans là, il y a une nouvelle génération qui est sortie, bah, le progrès l'oblige, c'est les mini. C'est le même portable, sauf qu'il est plus petit, rikiki, voilà, plus léger, plus compact. L'inconvénient de cette machine-là, premièrement, c'est, on n'est pas le confort visuel par rapport à un écran un peu plus grand. C'est vrai qu'on peut taper, rédiger, si on a un courrier ou quelque chose à lire, c'est plus agréable pour l'utilisateur. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que les performances sont moindres en général que celles d'un portable. D'accord ? Et pareil, s'il y a quelque chose qui tombe en panne dedans, en général, c'est mort. Mais bon, ça a son utilité aussi. C'est un truc qu'on peut mettre dans un sac vite fait et qui peut servir à un ordinateur d'appoint. On passe aussi maintenant à au deuxième format que vous connaissez tous, c'est l'ordinateur de bureau qui se compose d'une tour qu'on appelle l'unité centrale. Donc cette unité centrale, ici vous la voyez dans l'image là, donc c'est là où seront logés tous nos organes, le processeur, la RAM, la carte mère, le disque dur, etc., etc. Tout sera logé là-dedans. Et c'est vrai que il faut brancher, il y a des fils, il y a le fil d'électricité, le câble de la souris, le câble des baffes, le câble de l'écran, le câble du clavier, le câble d'internet, etc. Il y a beaucoup de choses à brancher, ça fait en général désordre, les femmes n'aiment pas beaucoup les câbles, c'est des nids à poussière, et c'est lourd pour le transporter, si on déménage ou si on a besoin de le changer, il faut vraiment prévoir pour le transport. Par contre, les avantages, c'est que l'écran, il est grand, en général c'est des écrans qui dépassent les 20 pouces, donc c'est très agréable à travailler. On a le confort d'un clavier qu'on peut tirer vers soi, on peut pousser, on peut changer le clavier, on peut prendre n'importe quelle souris. C'est vrai que c'est un confort supplémentaire. Et la chose la plus importante, c'est que c'est facilement réparable. Si on a une pièce qui est HS, ben on sait, ben il faut changer telle pièce, et hop, on ouvre, on change telle pièce. D'accord ? Et c'est facilement, si on veut le doper, on veut améliorer les performances, on peut changer une pièce très facilement parce qu'il suffit d'un coup de tournevis et hop, et on fait la transaction. Sauf que dans les ordinateurs portables, c'est pas très évident vu que c'est vraiment compacté et que c'est vraiment spécifique, quoi. Donc on a dit que l'ordinateur de bureau, c'était un ordinateur standard, avec des pièces standards. On a la souplesse de changer les composants, de le mettre à niveau si on veut, d'installer beaucoup de choses, et on a de l'espace. Par contre, il y a certains ordinateurs qui font un peu de bruit.
Quand il chauffe, il y a les ventilateurs qui font un peu de bruit. Donc quand vous achetez un ordinateur, faites attention à ça aussi, hein. S'il est dans le salon, c'est pas grave, ou dans une pièce dédiée à l'informatique, c'est pas grave. Mais s'il est dans la chambre où vous dormez, donc il faut d'abord faire attention à ça, voir, demander, poser des questions au vendeur, ne pas hésiter s'il fait du bruit, s'il fait pas, voilà. Comme pour le portable, on l'a dit, le progrès l'impose, donc il y a un format mini. Aujourd'hui, on arrive à faire des petites tours, des unités centrales, hein. J'ai dit bien que c'est cette partie, hein, c'est l'écran là, c'est seulement un écran qui est branché à cette unité centrale, ou cette tour. Donc là, on a des formats mini, qui sont très bien. Voilà, donc c'est une nouvelle génération de composants qui rentrent dedans et qui est miniaturisé, qui nous permet d'avoir un espace, faire un compromis quelque part entre le portable et l'ordinateur de bureau. Mais bon, on verra un peu après, parce que c'est limité en termes de puissance. Voilà. Alors il y a un autre format, c'est un sous-format ou un format hybride, mais bon, je le cite là, c'est pour qu'on comprenne un petit peu quand vous allez, comme je vous ai dit, dans un magasin ou sur un site internet qui vend des ordinateurs, vous allez voir un peu, vous n'allez pas être pris au dépourvu, vous allez reconnaître facilement les produits. Il y a ce on appelle les tactiles, les tout en un et les tactiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des ordinateurs où tout est intégré dans le socle de l'écran. C'est-à-dire tous les composants, ils sont derrière l'écran. D'accord? Dans l'épaisseur qu'il y a derrière, on a mis les processeurs, la carte mère, les cartes mémoire, etc., etc. Et en général, on l'utilise, soit on peut l'utiliser avec un clavier et une souris, soit on peut l'utiliser d'une manière tactile, parce que l'écran, c'est un écran tactile, donc, et on peut, voilà. C'est des ordinateurs qui bougent beaucoup, il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine, qui n'ont pas encore atteint leur maturité, donc c'est des ordinateurs qui se renouvellent tous les 6 mois, on a des nouveaux modèles, des nouveaux concepts qui sortent. Bien sûr, vous l'avez remarqué, ils ont un format mini, c'est ce qu'on appelle les tablettes. Vous avez tous entendu parler des tablettes aujourd'hui, il y a que ça. Quand on va dans des magasins spécialisés, on voit des tablettes à gauche, des tablettes à droite, c'est des tablettes où il y a Windows qui est installé dessus, il y a d'autres tablettes où il y a d'autres systèmes d'exploitation installés dessus. Et ces tablettes, c'est la même histoire, on a un système d'exploitation et on utilise avec des touches tactiles. Voilà. Donc on a vu qu'il y avait l'usage, voilà, usage basique, usage intermédiaire et usage intense. On a vu qu'il y avait plusieurs formats d'ordinateur. Maintenant, tous les formats ne correspondent pas à tous les usages. Si je suis un utilisateur basique, j'aurai besoin de telle ou telle machine, un intermédiaire, j'aurai besoin de telle ou telle machine, et un utilisateur à usage intense, j'aurai besoin de telle ou telle machine. C'est ce que nous allons voir. Donc, usage format. Pour un usage basique, je peux prendre l'ensemble des appareils qu'on a vus tout à l'heure. C'est-à-dire un portable d'entrée de gamme, pas très cher, même un mini portable, peut me servir à aller sur Internet, à rédiger un courrier vite fait, ou à suivre quelques informations, à jouer de temps en temps au solitaire. C'est bien, c'est un ordinateur dans la maison, je fais comme la majorité des Français, ça ne me dérange pas. Je peux aussi opter pour un format bureau, un ordinateur de bureau. Voilà, c'est beau, ça fait un bureau, surtout si j'ai un bureau chez moi, ça fait intellectuel, ça fait beau, voilà, ça fait un peu de poussière à faire, mais c'est bien. Aussi, je peux, si je suis un peu frimeur, je peux opter pour un modèle tactile tout en un, voilà, pour frimer. Quand je reçois mes amis ou ma famille, dire bah voilà, t'as vu mon ordinateur, il est beau, il est fort, et voilà, etc., etc. Donc on a vu que voilà, il faut pas trop se poser de questions, c'est
c'est selon les goûts, selon le feeling. Est-ce que voilà, on a besoin de quelque chose qu'on doit transporter? Est-ce qu'on a de la place chez soi? Est-ce qu'on a besoin d'un grand écran? Voilà, on se pose ces questions-là. Et une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, bah, on dit, bah, ok, si par exemple je suis un étudiant par exemple, je reste un peu chez mes parents, je pars chez un pote pour réviser, je reviens à l'université, j'ai besoin d'un ordinateur, c'est clair que je vais prendre un portable. Et ainsi de suite. Nous allons voir aussi que l'usage intermédiaire, ça demande beaucoup de ressources. D'accord? Donc beaucoup de ressources, c'est-à-dire que ça demande une vélocité au processeur, beaucoup de mémoire, et ça nécessite de la place. Et ces composants performants sont un peu plus grands que les autres, nécessitent beaucoup plus de place, et pour refroidir aussi, ils ont besoin d'espace. Donc on va opter plus pour un portable classique ou un ordinateur de bureau classique, c'est-à-dire pas dans les formats mini. Qui dit format mini dit on va un peu faire l'impasse un peu sur la puissance. Le progrès ne s'arrête pas. Au jour d'aujourd'hui, on miniaturise de plus en plus les ordinateurs et leur puissance augmente. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on est toujours esclave de cette loi-là. Si on a besoin d'un ordinateur qu'on veut mettre à jour, qu'on veut par exemple doper dans le futur, qu'on veut garder un peu longtemps, qu'on l'utilise fréquemment, vaut mieux investir dans une machine format standard que mini. Pour tout ce qui est tactile, ça peut être un gadget. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, la technologie n'est pas finalisée ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, le format n'est pas standard. Donc, vous risquez d'avoir quelques surprises en optant pour ce modèle-là. C'est pour ça que je vous recommande de prendre soit un ordinateur portable classique, 15 pouces, 17 pouces, voire plus, soit un ordinateur de bureau avec un écran de plus de 20 pouces. Voilà, avec la configuration qui va avec, hein, bien sûr. Pour un usage intense, c'est-à-dire les pros, les gens qui ont besoin de beaucoup de ressources, ces gens-là n'ont pas le choix. S'ils veulent vraiment avoir d'excellentes ressources, on peut avoir des portables qui ont une bonne configuration. C'est-à-dire c'est des bêtes de course. Mais leur prix, il est tellement exorbitant que voilà, ça laisse un peu, on va dire, perplexe. Alors, nous avons dit un usage intense. Moi, je vous recommande d'avoir un PC de bureau. Un PC de bureau, pourquoi? Parce que la tour, on peut changer tout ce qu'il y a dedans. Demain, on veut changer de carte graphique, c'est facile. On achète une nouvelle, on la place, on enlève l'ancienne, on place la nouvelle, c'est fait. On veut changer de processeur, pareil. On veut augmenter de mémoire, on ouvre, on achète une nouvelle mémoire vive, une nouvelle RAM, hop, on la branche, c'est bon. On veut un écran plus grand, ok, c'est faisable. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les faire, ou on peut les faire très difficilement avec un portable. Voilà. Maintenant, c'est bien. Par contre, il y a une contrainte. Cette contrainte, elle est d'ordre, on va dire, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est une contrainte financière. Si on prend un ordinateur à usage basique, ça peut démarrer très bas. C'est-à-dire pour 200-250 euros, je peux avoir un ordinateur, mais vraiment pour un usage, mais vraiment basique. Je vous ai dit, aller sur Internet de temps en temps, voilà, jouer au solitaire, faire 2-3 documents, voilà. Pas beaucoup de choses, vu les performances et la taille de l'écran. On passe sur un ordinateur intermédiaire, là il faut qu'on mette le prix. En général, on dépasse les 500-600 euros. Et quand on veut un usage intense, la facture elle décolle carrément, quoi. On est au-delà des 1000 euros, voire plus. Voilà, il y a certains ordinateurs qui coûtent 3-4 000 euros plus, voilà, selon les pièces qu'on met dedans. En sachant, il y a aussi quelque chose dans l'informatique, c'est que vous achetez un ordinateur aujourd'hui, dans un an,
il vaut quasiment rien. Pourquoi? Parce que ça progresse à une vitesse, mais tellement hallucinante, que le processeur qui est super à la mode aujourd'hui, qui coûte par exemple, je sais pas moi, 600 euros, et ben dans un an, il va coûter 150 euros par exemple. Et ainsi de suite. Donc ça va à une telle vitesse. Moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas mettre beaucoup d'argent dans un ordinateur, si vous êtes un utilisateur basique ou intermédiaire, quitte à renouveler votre achat tous les 3-4 ans, réacheter un ordinateur qui soit à la page, que d'aller quasiment acheter un super ordinateur qui coûte très très cher, que vous allez utiliser vraiment peu, et au bout d'un an, qui va perdre toute sa valeur. Donc c'est ça, les gens qui l'utilisent arrivent à rentabiliser avec leur utilisation intense leur achat. Par contre, la personne qui a un usage basique, ça ne sert à rien d'aller acheter un ordinateur à 1000 euros par exemple. Voilà, vous prenez un petit ordinateur sympa, ça fera l'affaire sans problème. Voilà, donc nous allons passer maintenant aux composants. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans le détail. Donc on a vu le format, l'usage, quel usage, le format, on a vu qu'il y avait plusieurs formats, on a vu comment on peut choisir entre l'usage et le format, comment on peut cibler tel ou tel produit. Maintenant nous allons voir, nous allons nous attarder sur les composants. Quand vous allez acheter un ordinateur, vous allez au magasin, vous regardez l'étiquette. De quoi il me parle? C'est quoi ça? Giga, Miga, je sais pas. C'est quoi ces trucs-là? VGA, mais j'en comprends rien. Je comprends rien. Donc ce qu'on va faire, on va essayer un peu de débroussailler un peu cette jungle pour que vous ayez la vue, on va dire, vous dégager, que vous pouvez choisir en toute objectivité votre produit et pas seulement sur l'esthétique ou autre chose. Donc on a dit que l'ordinateur se composait, on l'a fait au début, on l'a dit au début, on l'a dit avant, on le redit tout le temps, se compose, les composants majeurs, bien sûr il y a d'autres composants, hein, on a expliqué, et ça je vous invite à aller dans les leçons précédentes pour voir tout ça, si vous avez des doutes ou des oublis. Donc notre ordinateur se compose d'un processeur. On a dit que c'était la partie, c'est le moteur, c'est ce qui fait tourner l'ordinateur, c'est la chose qui va faire les calculs, les traitements. C'est comme dans une voiture, c'est le moteur. On dit ce moteur, c'est un 2 litres, c'est un V6, c'est un V12, voilà. Ça montre la vélocité de cette machine. La RAM, c'est la mémoire qui va aider ce processeur à faire son travail. Donc plus la RAM elle est grande, plus le processeur il n'a pas besoin de faire des allers-retours pour faire ses traitements. Donc plus il est soulagé, plus il va vite. Et il faut que les deux soient au niveau. Le disque dur c'est pareil, pour pouvoir stocker beaucoup d'informations, idem, on a besoin d'une grande capacité pour pouvoir stocker. Et tout ça est collé sur une carte mère. J'ai rajouté, vous voyez ici la carte graphique, on n'a pas parlé de ça avant, donc on va essayer de l'aborder quand on arrivera à la carte graphique. On va essayer d'expliquer un peu ce que c'est et de quoi il s'agit. Mais en premier, on va s'attaquer au maître, au processeur. Donc le processeur, quand vous allez acheter un ordinateur, il y a deux fabricants de processeurs. Voilà. Vous allez n'importe où, pour les ordinateurs, il y a deux grands fabricants. Il y a AMD et Intel. Donc quand vous regardez l'étiquette d'un ordinateur, vous allez voir soit AMD, soit Intel. Intel machin chose, AMD machin chose. Voilà. Dans notre exemple, on a un AMD Athlon 2 et on a un Intel Core i7. Voilà. Ça, c'est les modèles. Mais le fabricant, c'est Intel ou AMD. Voilà. Il n'y a pas un mieux que l'autre. C'est vrai que Intel a beaucoup plus de pénétration dans le marché que AMD,
Mais les processeurs, il y a des bons chez Intel, il y a des mauvais. C'est comme quand je vous dis, vous faites la comparaison entre Renault et Peugeot. Il y a des modèles chez Renault qui sont mieux que certains modèles chez Peugeot et l'inverse. On ne va pas dire Renault c'est mieux que Peugeot et etc. Voilà. Dans votre tête, gardez qu'il y a deux fabricants, AMD et Intel. Comment on mesure la vitesse de calcul d'un processeur? On la mesure avec des gigahertz. Alors, qu'est-ce que le gigahertz? D'abord, on va s'intéresser au hertz. Le hertz, c'est un scientifique allemand de mémoire, si je me rappelle bien, qui a donné son nom à cette unité de mesure des fréquences. Donc quand vous allez, par exemple, vous écoutez une station radio ou la télé, cette station émet ses ondes à une fréquence de tant de gigahertz ou tant de hertz ou tant de... Voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie le hertz? Hertz, c'est oscillation par seconde. Quand je dis, par exemple, voilà, une fréquence de 2 hertz, ça veut dire que c'est une fréquence qui oscille 2 fois par seconde. Dans les processeurs, on va parler d'opération. C'est-à-dire le processeur va faire une opération par seconde. Si le processeur il a une vitesse de 1 Hz, ça veut dire qu'il fait une opération par seconde. S'il a une fréquence de 10 Hz, il fait 10 opérations par seconde. S'il a une fréquence de 1 MHz, ça veut dire qu'il fait 1 million d'opérations par seconde. Le méga, c'est comme le kilo, pour les grammes, on a le gramme, le kilogramme, etc. C'est pareil. On a là le hertz, le mégahertz, le kilohertz, le mégahertz, le gigahertz, etc. Donc le hertz, c'est opération par seconde, une opération par seconde. 1 kilohertz, c'est 1000 opérations par seconde. 1 méga, c'est 1 million. 1 giga, c'est 1 milliard d'opérations par seconde. Donc quand vous allez regarder, vous allez voir, ah, c'est un processeur, par exemple Intel, ok, qui est cadencé, sa cadence, c'est-à-dire le nombre d'opérations qu'il fait par seconde, à 3 GHz. Ça veut dire quoi 3 GHz? Ça veut dire 3 milliards d'opérations par seconde. D'accord? Donc maintenant, vous avez deux produits côte à côte. Vous pouvez regarder d'un œil celui-là et de l'autre. Hop, les deux produits ils ont le même processeur, c'est la même famille. Les deux, c'est Intel ou AMD. Mais celui-là, c'est un processeur qui va à 2 GHz et celui-là, il va à 3 GHz. C'est-à-dire celui-là, il fait 2 milliards d'opérations par seconde et celui-là, il fait 3 milliards d'opérations par seconde. Donc celui-là, il est plus véloce, il est plus rapide que celui-là. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous la notion de Hertz. Donc on l'a utilisé dans les processeurs pour diverses raisons. Bien sûr, il ne faut pas oublier que je simplifie au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. On a aussi une autre notion, les notions de cœur. Avant, qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à maintenant? Les scientifiques, ceux qui inventent les processeurs, à chaque fois, ils arrivaient à augmenter leur vitesse. C'est-à-dire des processeurs, au début, leur vitesse était ridicule, quoi. Et au fur et à mesure, on a monté cette vitesse, monté. On est arrivé à des seuils où vraiment la température du processeur, elle est vraiment très très grande et ça ne fonctionne pas très bien. Donc les scientifiques ont trouvé une astuce. Ils ont dit, puisque nous, on n'arrive pas à fabriquer ou difficilement à fabriquer des processeurs plus vite, pourquoi, puisqu'on arrive à miniaturiser, pourquoi on ne ferait pas plus de processeurs, de sous-processeurs dans le même processeur? Donc au lieu que ça va très vite, au lieu par exemple que je prenne quelqu'un qui court très vite, eh ben, je donne l'opération à plusieurs personnes où chacun court aussi vite que le premier, mais sur une distance plus petite. Et comme ça, j'aurai un gain de temps. C'est pareil
Donc dans les processeurs, les scientifiques, ils ont réussi, par exemple, à mettre dans la même surface deux cœurs. Que chaque cœur peut faire le même traitement à la même vitesse que celui d'avant. Imaginons, là j'ai un cœur qui fonctionne à 2 GHz, c'est-à-dire qui fait 2 milliards d'opérations par seconde. Et là, j'ai deux cœurs qui font la même chose, c'est-à-dire 2 gigas d'un côté et 2 gigas de l'autre. Ils vont pas aller à 4 gigas, voilà, c'est théorique, mais ils vont aller plus vite que le processeur de 2 gigas à un seul cœur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au lieu que celui-là fasse le travail de A à Z, eux, ils vont se répartir le travail. Et quand on se répartit le travail, on le fait plus vite. Voilà. Et ça, on appelle les processeurs qui ont deux cœurs, on les appelle des bicœurs. Et ceux qui ont plusieurs, on les appelle les multicœurs. Donc aujourd'hui, les scientifiques arrivent à en caser de plus en plus de cœurs dans les processeurs. Donc dans les machines de grand public, aujourd'hui, on peut arriver à même 8, voire plus, de cœurs dans un même processeur, dans le même espace. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne comme efficacité et rapidité. Bien sûr que les logiciels qui utilisent ce cœur doivent prendre en compte cette donnée. C'est-à-dire si un logiciel a été créé pour être exécuté par un multicœur, sera nettement plus rapide qu'un logiciel qui a été créé pour fonctionner sous un processeur à un seul cœur. Tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire que plus on avance, plus le matériel et le logiciel s'adaptent et cohabitent pour donner des meilleures performances. D'accord? Donc les processeurs, quand vous regardez quelle marque, voilà, le fabricant, Intel, AMD, vous regardez combien il y a de gigahertz dedans, d'accord? Il y a combien d'opérations par seconde, ok? Et vous regardez combien il y a de cœurs. Voilà. Donc vous pouvez vous faire votre idée. Bien sûr qu'en réalité c'est plus complexe que ça, c'est des composants électroniques, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais pour vous, monsieur, madame, tout le monde, vous prenez ces indices, c'est déjà une très bonne base pour faire son choix. D'accord? Et pour comparer entre deux produits. Donc là c'est le processeur. On va passer à la RAM. La mémoire vive, donc cette mémoire vive, elle a une unité de mesure. On peut la mesurer, c'est-à-dire c'est comme une bouteille d'1 litre, la contenance c'est 1 litre. Et pas pareil pour les RAM. Les RAM, elles ont une contenance de 2 gigas, de 4 gigas, de 1 giga, etc., etc. Alors le giga, ça signifie gigaoctet. D'accord? Gigaoctet. Ça veut dire quoi, gigaoctet? Donc giga, on l'a dit avant, il y a le kilo, le méga et le giga. Le kilo, c'est fois 1000, le méga, c'est fois 1 million, le giga, c'est fois 1 milliard. Octet maintenant, c'est quoi un octet? L'octet, c'est l'unité de mesure en informatique. Elle mesure la quantité de données. Donc à chaque fois qu'il y a des données, que ces données soient dans la mémoire vive, ou dans le disque dur, ou dans une disquette, ou dans une clé USB, à chaque fois qu'il y a des données, ces données sont mesurées, pesées quelque part, et l'unité de mesure, c'est les octets. D'accord? On va pas rentrer dans les détails, mais il faut juste garder dans sa tête que l'octet, c'est un paquet de données, voilà, une quantité de données. Hop, on a dit cette quantité de données va donner un octet. D'accord? Pour vous donner un exemple, une chanson en MP3 par exemple, qui dure 5 minutes, c'est l'équivalent de, allez, on va dire 4 mégaoctets. D'accord? Un peu plus de 4 millions d'octets.
Un film, que vous regardez un film en DivX, voilà, sur votre ordinateur, un film fait à peu près la taille de 700 mégaoctets. C'est-à-dire il fait un peu plus de 700 millions d'octets. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Et un DVD, il fait 4 gigaoctets à peu près. Un giga, on a dit, c'est 1 milliard. Donc il fait un peu plus d'un milliard, de 4 milliards d'octets. Donc vous voyez, hein, plus il y a de données, plus l'unité de mesure elle s'adapte, et ainsi de suite. Donc là, on a fait un petit exemple. 1 kilo-octet est égal à 1024 octets. 1 mégaoctet, MO, kilo c'est KO, mégaoctet c'est MO, est égal à 1 million et quelque chose d'octets. 1 gigaoctet, GO, 1 milliard et quelque chose d'octets. 1 téraoctet est égal à 1000 milliards et quelque chose d'octets. Voilà. Donc, quand on parle, dorénavant, hein, on parlera de quantité de données, on parlera d'octets. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand vous allez vous acheter votre ordinateur, vous regardez la barrette mémoire, vous allez voir mémoire vive ou RAM, ça dépend des enseignes ou des sites qui mettent l'étiquetage. Donc, soit ils mettent mémoire vive ou ils mettent RAM, vous allez voir un chiffre à côté. Soit 1 giga, 2 gigas, 3 gigas d'octets, 1 giga d'octets, un GO. Voilà. Vous saurez ce que ça signifie. D'accord? Bon, il y a deux types de RAM, il y a... voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais pour vous, déjà, si vous avez comment dire, la quantité de mémoire qu'il y a dans cette RAM ou dans cette mémoire vive, c'est déjà très bien. On passe au stockage. Le stockage, c'est les disques durs. Donc on a dit que l'unité de mesure, c'est des données, donc c'est le gigaoctet ou le mégaoctet ou le kilooctet, c'est l'octet. D'accord? Avec 6 multiples. On va regarder un autre aspect du disque dur qu'on n'a pas vu avant. Cet aspect, je vous expliquais avant que le disque dur, c'était un disque en métal, ou plusieurs disques superposés en métal, qui tournent autour d'un axe, et il y a une tête de lecture, une tête d'écriture, qui permettent de lire, d'écrire, et ce disque qui tourne. Voilà, je gardais en tête nos vieux tourne-disques, c'est le même principe. Bon, ça change bien sûr, mais le principe est le même. C'est comme pour les disques de vinyle. Là, vous vous rendez compte que plus le disque tourne rapidement, plus on pourra lire et écrire les informations rapidement. Donc, il y a une autre donnée, au-delà de la capacité de stockage de ce disque dur, c'est combien de tours par minute fait ce disque dur. Donc, ces données, en généralement, c'est soit 5400 tours minute, soit 7500 tours minute. Bon, il y en a plus, ça coûte hyper cher, mais vous allez tomber sur l'un ou l'autre dans le grand commerce. Donc si je tombe sur deux disques durs qui ont la même capacité, admettons ce disque dur il fait 500 gigaoctets, et ce disque dur fait pareil, 500 gigaoctets, c'est-à-dire plus de 500 milliards de données, d'octets. Qu'est-ce que je fais? Je les pose côte à côte, celui-là il va à 5400 tours minute, et celui-là il va à 7000 tours minute. Donc, ils ont la même capacité, mais dans celui-là, je pourrais écrire et lire plus rapidement que dans celui-là. Donc, le processeur ou la mémoire, ou moi, ou tous les composants vont être soulagés par cette rapidité. D'accord? C'est un critère important à choisir l'ordinateur. Donc, on a vu le processeur, la RAM, le disque dur, et on va parler de la carte graphique. On ne l'a pas vu avant, donc je vais un peu expliquer la carte graphique. C'est pas quelque chose d'énigmatique ou de compliqué,
mais il faut juste comprendre certaines notions. Donc la carte graphique, dans la définition là, que j'ai mis, donc c'est un assemblage de composants électroniques. Bah, jusque-là, il n'y a pas de problème, on les voit là, il y a des composants, des transistors, des puces, des résistances, etc. Chargés, donc cet assemblage de composants est chargé de convertir les données numériques en données graphiques. Ça veut dire qu'on a, par exemple, dans un jeu, on lance un jeu. À la base, ce jeu, c'est des données numériques. La carte graphique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va interpréter, calculer ces données numériques et les afficher et les convertir en forme géométrique. Voilà, elle va dire que là, il y a un sol, là, il y a une montagne, là, il y a une personne qui court, là, il y a une explosion, là, il y a ci, là, il y a ça, là, il y a une icône, là, il y a un film qui tourne, là, une image. Voilà, elle va convertir ces données. Ensuite, elle renvoie les images contenues dans sa mémoire, parce qu'elle les stocke, ces images-là, elle stocke l'image qu'elle a créée, elle va la stocker quelque part, et elle l'envoie vers l'écran de l'ordinateur, pour que cet écran nous l'affiche. C'est-à-dire, quand je joue à un jeu, j'ai une voiture, par exemple, dans ce jeu qui marche, et ben, c'est la carte graphique qui est en train de calculer et d'afficher les éléments géométriques. Tac, tac, voilà, il y a une montagne, il y a une voiture, il y a un reflet, il y a une couleur rouge ici. Elle m'affiche toutes ces données sous forme graphique. Donc c'est ça le rôle de la carte graphique. Bon, elle a une mémoire. Bien sûr, si vous voyez bien la carte graphique, c'est un processeur dédié au calcul graphique. Voilà. Donc ça, c'est juste entre parenthèses, c'est un processeur qui ne fait que des calculs graphiques. Bon, je ferme la parenthèse. Ce processeur a besoin de mémoire. Donc il a une mémoire interne ou partagée, on verra par la suite, pour fonctionner. D'accord ? Donc la carte mémoire, c'est le composant électronique chargé de convertir les données numériques en données graphiques. Ensuite, renvoie les images contenues dans sa mémoire vers l'écran de l'ordinateur. Donc l'unité de mémoire, on l'a vu que c'était le méga ou le giga, mégaoctet ou gigaoctet, des fois j'oublie de dire octet, mais c'est MO ou GO, mégaoctet ou gigaoctet, c'est-à-dire en millions d'octets ou en milliards d'octets. On a deux spécificités. On a les cartes séparées de la carte mère. Carte graphique séparée de la carte mère, c'est une pièce qui peut se clipser ou se déclipser de la carte mère. C'est une pièce séparée. D'accord ? C'est pour ça que dans les ordinateurs de bureau, on peut changer la carte graphique. Quand elle est séparée, on peut enlever l'ancienne et on met la nouvelle. Voilà. Et dans les modèles d'entrée de gamme, pour faire des économies, parce que cette carte, elle est coûteuse, et plus elle est puissante, plus elle est coûteuse, et elle peut facilement valoir le prix d'un ordinateur, quand on prend un modèle récent, puissant. D'accord ? Il y a même des modèles où ils ont deux cartes en simultané qui travaillent ensemble. Donc voilà, pour vous dire la patate et la puissance que ça envoie. On a le modèle qui est intégré dans la carte mère. Vous voyez ici la carte mère, il y a les emplacements pour plusieurs composants. Et dans cette carte mère, nous avons l'emplacement de la partie de la carte graphique qui est intégrée dans cette carte. C'est-à-dire, elle fait partie de cette carte mère et on ne peut pas les dissocier physiquement, on ne peut pas l'enlever. Si elle tombe en panne, on est obligé de changer toute la carte mère. D'où, dans certains ordinateurs, si la carte mère elle tombe en panne, il faut tout recommencer. L'inconvénient de l'avantage déjà, je vais dire les avantages avant les inconvénients, de la carte graphique intégrée à la carte mère, elle ne fait pas de bruit, puisqu'il n'y a pas de ventilateur. Là, vous voyez dans le modèle séparé, il y a un ventilateur ici, donc ça peut faire un bruit supplémentaire. Là, il n'y a pas de bruit. Ça consomme moins d'électricité parce que déjà elle est intégrée, elle n'est pas très véloce.
et elle ne prend pas beaucoup de place. Donc ça convient bien à des petits appareils ou des appareils compacts ou mobiles ou des choses comme ça. Les inconvénients, c'est que si elle crame, on ne peut pas la changer. Il faut changer toute la carte mère. Le deuxième inconvénient, c'est qu'elle prend sa mémoire dans la RAM, dans la mémoire vive. C'est-à-dire, c'est partagé. La mémoire vive, elle est partagée. Au lieu que ce soit que le processeur qui l'utilise, il y a une partie qui est utilisée par cette carte graphique. Donc, déjà, elle n'a pas beaucoup, puisqu'ils sont obligés de se partager cette mémoire, d'une. Et de deux, ça ne peut pas faire beaucoup de choses, vu que voilà, c'est une petite configuration, un petit volume de mémoire, de données, donc elle ne peut pas faire de grands calculs. Donc si on veut jouer à un jeu récent où on veut vraiment faire du traitement d'images, images de synthèse, ou faire du montage vidéo complexe, des choses vraiment lourdes, on est obligé d'avoir une carte graphique séparée et une costaud. Donc voilà, carte graphique, c'est le composant qui transforme les données numériques en données graphiques. Voilà, il nous balance sur l'écran. Il a une mémoire soit partagée s'il est intégré, soit dédiée s'il est séparé, qui se calcule en mégaoctets ou en gigaoctets. Et cette carte, comme on l'a dit précédemment, peut être intégrée à la carte mère ou séparée. Donc je pense que c'est bon, on a fait un peu le tour de la carte graphique. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs types, il y a plusieurs formats. Si par exemple vous voulez acheter une carte graphique, en plus, si vous avez un ordinateur de bureau, vous voulez acheter une carte graphique pour augmenter les performances, il faudrait s'assurer quel format, quel type on peut mettre dans cet ordinateur. Donc on a vu les composants. Bien sûr, il y a d'autres composants qui rentrent en compte. Il y a le lecteur ou le graveur de CD et DVD. Aujourd'hui, c'est en standard. Il y a la taille de l'écran. Il y a aussi la carte son. En général, aujourd'hui, elle est intégrée dans la carte mère, mais elle peut être séparée. Mais je vous dis des choses qui ne sont pas... Là, ce que je vous raconte, c'est pas primordial. C'est pas ça qui va décider ou arrêter votre choix à ce produit-là ou à ce produit-là. C'est des choses qui viennent en plus. Et des fois, les vendeurs, ils jouent un petit peu de ça, ils vous enfument avec des choses qui ne sont pas essentielles pour définir un bon produit par rapport à un autre. Donc gardez en mémoire le processeur, la mémoire vive ou la RAM, le stockage, le disque dur, la carte graphique. C'est les 4 éléments qui coûtent le plus cher dans votre ordinateur. Et c'est eux qui vont déterminer le prix. Il y a aussi la diagonale de l'écran. Plus la taille de l'écran est grande, plus le prix est grand. Mais ça, je pense que vous l'avez compris même avant que je l'explique. Et ça ne sert à rien de l'expliquer. Il y a d'autres aspects. Si je veux un graveur, je veux un lecteur Blu-ray, je veux un tuner TV, je veux ci, je veux ça, c'est des options qui se rajoutent en plus. Mais la base pour garder un ordinateur viable, utilisable, très longtemps et adapté à nos besoins dans le format qui nous convient, c'est les 4 choses, en plus de la taille de l'écran, qu'il faut garder en mémoire. Bon, nous allons faire maintenant, nous allons donner des exemples concernant les usage basique, usage intermédiaire et usage intense, des différents composants qu'on a vus. Le processeur, par exemple, pour un usage basique, je peux prendre un ordinateur en monocœur ou bicœur, c'est-à-dire un processeur qui est en monocœur ou bicœur, c'est-à-dire qui a un seul cœur ou 2 cœurs, à 1 giga 5 ou plus, c'est-à-dire qui fait 1,5 milliard d'opérations par seconde ou plus. Voilà. Donc ça veut dire que je peux prendre, comme on l'a vu précédemment, un petit portable ou un plus grand ou un ordre. J'ai l'embarras du choix. Un usage intermédiaire, il faut absolument prendre aujourd'hui un bicœur minimum avec minimum 2 gigas. Voilà, il faut voir un peu plus.
Pour un usage intense, il faut prendre un multicœur avec 3 Go et plus. Voilà. Donc un bon processeur, c'est comme dans une voiture, il faut un bon moteur. Si on veut faire de la compétition, on veut faire voilà, il faut un très bon moteur. C'est pas le même moteur qu'on met dans une Formule 1 ou une voiture qui fait du rallye et le moteur qu'on met dans la petite citadine qui va être utilisée pour aller chercher le pain. C'est pas les mêmes moteurs, c'est pas les mêmes usages. C'est pareil ici. C'est pas les mêmes processeurs, c'est pas les mêmes usages. Donc pour la mémoire vive, la RAM, c'est la même histoire. Pour un usage basique, on peut se contenter de 1 à 2 gigas octets. Pour un usage intermédiaire, on va dire de 2 à 4 gigas. Et pour un usage intense, 4 gigas au plus. Plus on a de mémoire vive, plus le processeur sera soulagé dans ses traitements. D'accord ? Et si on a par exemple beaucoup de mémoire, allez, on va mettre 8 gigas de mémoire dans un ordinateur, et le processeur il est faiblard, ça sert quasiment à rien, parce que le processeur il n'est pas très rapide. Donc quand on le dote d'un grand... C'est comme si, allez, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre, on va dire que la RAM c'est le carburateur ou... voilà. Si on met un grand carburateur dans un petit moteur, bon, le moteur va avoir un peu de patate, mais pas plus. Mais si on met un grand carburateur dans un grand moteur, là, oui, les performances sont au rendez-vous. Et vice-versa. Si on met un grand moteur et on ne l'alimente pas bien en carburant, il va peiner. Et c'est pareil. Le stockage, le disque dur, donc pour un usage basique 250 à 500 gigas, c'est le standard, il n'y a pas de problème là-dessus, donc il n'y a pas de souci, ça suffit largement. Pour un usage intermédiaire, je vous conseille, bien sûr c'est des conseils que je vous donne, je vous conseille de prendre un disque dur à un peu plus de 500 gigas, comme ça vous ne serez pas à l'étroit si vous installez 2-3 programmes, vous copiez quelques films, quelques musiques, voilà, donc vous aurez de la place. Et pour un usage intense, je vous conseille plus d'1 téraoctet, ça c'est sûr, parce que vous aurez besoin de beaucoup de place, de compartimenter le travail pour que le disque dur soit toujours, le disque système soit soulagé, et les autres disques, ça sert au stockage. Dans le cas où vous avez plusieurs disques durs, bien sûr. La carte graphique, pour un usage basique, j'ai pas besoin de performances extravagantes. Donc je me contenterai d'une carte graphique intégrée, ou même je peux avoir une carte séparée de la carte mère, de 250 mégaoctets de mémoire et plus. Voilà. Moi, ça va faire juste. Aujourd'hui, pour faire tourner Windows, il faut quand même un peu de patate. Pour un usage intermédiaire, il faut absolument une carte séparée, une carte graphique séparée de la carte mère, de 500 mégaoctets à 1 giga de mémoire. D'accord ? Et pour un usage intense, il faut une ou plusieurs cartes graphiques séparées de la carte mère, avec une mémoire de plus de 1 giga. Donc aujourd'hui, on arrive à mettre 2, voire plus, cartes graphiques dans le même ordinateur et qui travaillent en parallèle. C'est le même principe que je vous disais tout à l'heure pour les processeurs, c'est-à-dire on rajoute les cœurs, là on rajoute les cartes graphiques et ça soulage. Donc vous voyez là, selon ce qu'on choisit, les performances vont être petites, moyennes ou bonnes, voire très bonnes. Voilà. Donc plus on a besoin de performance, c'est-à-dire on a besoin de force dans le processeur, d'espace dans la mémoire et le disque dur, de calcul de graphie, de calcul graphique, on aura besoin de plus de performance. Et ça bouffe énormément d'électricité d'une part, et ça coûte très cher. Donc voilà. À vous de vous faire votre propre idée de ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre machine et comment vous allez vous y prendre.
Donc là, on a fait une petite comparaison. On va faire, pardon, une petite comparaison avec 3 modèles que j'ai pris au hasard sur Internet. Voilà, j'ai pris au hasard, hein, j'ai pas fait... c'est pas les meilleurs ni les plus mauvais. J'ai pris au hasard sur un site pour juste qu'on puisse décortiquer ces annonces pour voir un peu où sont les éléments et comment on compare les uns aux autres. Donc là, j'ai mis les prix. Voilà, ce portable, il coûte 450 € environ, celui-là 900 € et ce PC de bureau coûte 700 € environ. Donc dans la fiche technique, quand on se met sur l'étiquette, on arrive à lire HP 620 15,6 pouces. Bon, HP c'est le fabricant de l'ordinateur, donc il a été fabriqué par la société HP. Son modèle c'est le 620 et il a un écran de 15,6 pouces. Voilà. Donc ça déjà, c'est pas très difficile. Maintenant, quand on rentre dans l'annonce elle-même, on voit que le processeur, déjà là, on a mis le point sur le premier point, sur le premier organe, le processeur, c'est un Intel, donc la marque c'est Intel, c'est pas AMD, Pentium, voilà, c'est un T4500, et sa vitesse, regardez là, 2,3 GHz, c'est-à-dire qu'il fait 2,3 milliards d'opérations par seconde. La mémoire vive ou la RAM, le deuxième organe, 4 gigaoctets, c'est-à-dire plus de 4 milliards d'octets. Le stockage, il faut comprendre le disque dur, 500 gigaoctets. Et on a expliqué tout à l'heure que le disque dur avait une vitesse de rotation, et cette vitesse déterminait un peu la rapidité de ce disque. Donc là, on a 5400 tours minute, c'est pas génial, c'est le minimum, on va dire. Et là, on voit Intel GMA, c'est quoi ça? Ça, c'est la carte graphique. Et on voit bien que c'est une carte Intel qui est intégrée dans la carte mère. Donc, c'est pas une carte graphique dédiée, c'est une carte intégrée. Combiné lecteur-graveur CD-DVD, c'est-à-dire qu'il y a un lecteur et graveur CD-DVD dedans. L'écran, il fait 15,6 pouces et c'est du LED. C'est la technologie LED. Bon, alors, on voit bien que c'est un ordinateur d'entrée de gamme. Bon, le prix n'est pas excessif. Et les composants dedans, c'est des composants, on va dire, d'entrée de gamme. Donc ça, par exemple, si moi je veux une utilisation basique, un ordinateur comme ça, je peux le garder 2 ans tranquillement, 3 ans, voire 4 ans, sans, comment dire, dans mon usage quotidien, ça ne va pas me poser de problème. On passe au modèle 2. Donc c'est un Sony avec tous ces lettres et chiffres là. Ça veut dire quoi? C'est un modèle Sony, c'est la société Sony qui a fabriqué cet ordinateur, et ça, c'est le nom du modèle. Bon. Le processeur, c'est ce qui nous intéresse, nous. Hein. Intel Core i5 480M 266 Go. Là, on a toutes les informations. C'est un processeur de la famille du fabricant Intel. C'est un Core i5, ça c'est le type de ce processeur. 480M, c'est sa mémoire. Et sa vitesse, elle est de 2,66 GHz. Ça veut dire qu'il fait 2,66 milliards d'opérations par seconde. Donc on voit là les deux processeurs. Celui-là, il est plus récent et un peu plus véloce que celui-là. La mémoire vive, elle est pareille. 4 Go, 4 Go, octets, c'est, on va dire, un standard. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Le stockage, on a 1 téraoctet. Là, on avait 500 gigas. Là, on avait 500 milliards. Là, on a 1000 milliards, c'est-à-dire le double. Donc, 2 fois le disque dur. Et la vitesse, elle est de 5400 tours minute, 5400 tours minute. C'est pareil. La carte graphique,
C'est une ATI Mobilité Radeon HD 5650. Donc on voit bien que celle-ci, elle est détachée, la carte graphique est détachée de la carte mère. Et elle a une mémoire à elle toute seule, en plus des 4 Go, parce que celle-ci, elle partage les 4 Go avec le processeur, là, les 4 Go de la RAM. Celle-ci, elle ne les partage pas, elle a sa propre mémoire qui est de 1024 mégaoctets. 1024 MO, ça veut dire 1 Go. Octets. C'est 1 million, plus d'1 million de mégaoctets. Donc c'est déjà pas mal. Combiné lecteur graveur CD-DVD, double couche, écran, voilà, donc ça veut dire qu'il y a un combiné, il y a un lecteur graveur double couche de CD et de DVD, donc vous pouvez mettre vos galettes CD-DVD pour les graver, en double couche, il n'y a pas de problème. L'écran, c'est un 17,3 pouces LED, donc on voit que la taille de l'écran ici, elle est plus importante qu'ici. Le prix, pareil, bon, Sony, ils sont en général un peu plus chers, mais nous, on regarde plus les composants, on ne va pas acheter ces produits-là, c'est juste pour la comparaison. Donc, on a 900 € ici, 450 €. C'est un peu justifié par les équipements qu'il y a dedans, qui sont un peu plus récents, la taille de l'écran, etc., la carte graphique, etc. Mais c'est un peu cher, je trouve. Sony, ils sont un peu chers. Bon, on passe au modèle de bureau, le PC de bureau. Donc c'est un HP, pavillon, etc., etc., plus 23 pouces LED. C'est-à-dire que c'est un HP, c'est la société HP, c'est comme le premier. Bon, j'aurais pu prendre Acer, j'aurais pu prendre Compaq, j'aurais pu prendre... bon, Compaq c'est presque HP, c'est HP, oui. J'aurais pu prendre n'importe quel autre fabricant. L'essentiel, c'est qu'on sache déchiffrer les caractéristiques. Hein. C'est le plus important. Donc, le HP plus un écran de 23 pouces LED, donc déjà, il a un écran plus grand. C'est un confort. Hein. Le processeur, c'est un Intel Core i3 550 3.2 GHz. Quand on compare avec celui-là, c'est un i5 480M et celui-là, c'est un i3 550. Bon, c'est des modèles de processeurs. Et la cadence, la vitesse d'exécution, celui-là, on était à 2,66 milliards d'opérations. Celui-là, on est à 3,2 milliards d'opérations par seconde. La mémoire vive ou la RAM ne change pas. C'est 4 Go. Ok, très bien. Le stockage, là, j'ai 2 téraoctets. 4500 tours minute, le disque dur, comme on a dit pour les autres. Mais j'ai 2 fois la capacité de celui-là. Là, j'ai 1 Tera, là, j'ai 2. Et j'ai une Nvidia GeForce. C'est une carte graphique séparée et qui a 1024 mégaoctets de mémoire dédiée. Donc, voilà, elle est un peu équivalente à l'autre. On a un combiné graveur CD-DVD double couche et on a un écran 23 pouces avec la technologie LED. Bon, le prix il est de 700 €. C'est plus raisonnable. Vous voyez que le prix là, malgré qu'on a quelques composants qui sont un peu plus supérieurs qu'ici, le prix il est inférieur à celui-là. Celui-là c'est la marque. En général les marques sont chères. Si vous voulez acheter du Sony ou du Apple ou des choses comme ça, vous allez le payer très très cher parce que voilà, c'est une politique de ces marques. Bon, c'est vrai que la qualité elle est au rendez-vous, qu'ils font beaucoup plus de tests, mais c'est aussi une politique pour dire bah voilà, nous on est le haut de gamme, on est le cher et puis voilà. Bon, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais si on compare celui-là et celui-là, on voit bien que celui-là on peut l'utiliser pour un usage intermédiaire et celui-là pour un usage basique. Et après, quand on monte dans les gammes, on prend aussi, il y a des modèles plus puissants, plus performants et nettement plus chers. Donc j'espère que vous allez voir, quand vous allez dans les magasins, vous allez voir les étiquettes où vous allez recevoir les pubs, ou quand vous allez dans les sites internet, vous allez voir les différents produits.
Ah, vous saurez faire la différence, vous saurez dire, ah oui, celui-là c'est mieux que celui-là, celui-là il est plus puissant, celui-là il est plus autonome, celui-là il est plus rapide, celui-là il est ci, celui-là il est ça. Et que ça vous aide dans votre démarche. Toutes ces questions qu'on a posées, ces réponses qu'on a données, vont vous aider dans vos démarches, soit à changer d'ordinateur, à prendre un plus récent, soit à passer à faire votre premier achat d'ordinateur. Donc voilà, nous avons achevé cette leçon numéro 4. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous, que vous avez appris pas mal de choses, et j'espère que vous allez devenir très rapidement les pros de la souris. Au revoir.